Commencer là. Alors, on me donne le go pour l'enregistrement. Alors, c'est parti. Alors, bienvenue à tous et toutes. Je suis Philippe Sabourin. Je suis conseiller en planification, non pas en planification, en communication et animateur pour l'occasion, pour cette rencontre virtuelle. C'est une soirée où on veut vous donner de l'information, surtout vous entendre vos préoccupations, répondre aux questions que vous avez. On parle ici de cohabitation sociale. On va parler d'itinérance, évidemment, puis de problématiques autochtones inuit, entre autres. Donc, on est dans le secteur Milton Park. On veut ce soir faire un peu le tour des problématiques. D'emblée, je vais vous dire que ça ne sera pas parfait. L'animateur va faire des faux pas. Peut-être qu'au niveau technologique, notre assemblée, on essaie de limiter un petit peu l'assemblée de cuisine. Il y aura peut-être des moments où, technologiquement parlant, ça ne sera pas parfait. Mais l'idée, ce qui va être parfait, en tout cas, c'est d'établir la communication avec vous. On va vous souhaiter de ne pas utiliser le chat pour l'instant le plus possible. Je vais vous donner des indications précises tantôt. Alors, on se limite pour l'instant à tous les gadgets que vous pouvez trouver avec la plateforme Zoom. Je vous conjure, ne les utilisez pas pour l'instant. Alors, on y reviendra plus tard, puis je vous donnerai toutes les informations là-dessus. Pour l'instant, vous êtes à micro fermé, à caméra fermée, sauf pour les participants. Alors, on est nombreux ce soir, déjà 88 personnes. Le sujet de la cohabitation sociale dans Milton Park n'est pas un sujet facile, disons-le franchement. C'est une problématique qui est complexe, qui nécessite l'input, l'intervention de plusieurs intervenants, puis vous allez voir que la Ville de Montréal, l'arrondissement, le plateau Mont-Royal et tous les intervenants sont là pour prendre soin de la situation et veiller à ce que des actions qui sont appropriées soient mises en place. Mais il faut que ce soit cohérent avec ce qu'on entend chez les citoyens, puis c'est un peu pour ça qu'on veut vous rencontrer ce soir. Alors, deux objectifs qui résument un peu cette rencontre-là. D'abord, vous parler du plan d'action, résumer ce qui a été fait au niveau du plan d'action pour la cohabitation sociale dans Milton Park. Puis deuxième, vous m'avez compris, c'est de vous entendre et de répondre à vos questionnements. Les présentations vont être faites en français. Alors, c'est comme ça qu'on va travailler. Par contre, if you need an answer, let's say you have a question, feel free to ask your question in English and we will answer it in the language of your choice. Alors, merci de comprendre ça. Du coup, je dois vous dire que la période de questions va arriver autour de 18h40. On va avoir 20 minutes pour répondre aux questions que vous avez généreusement fait parvenir à l'avance et on aura une trentaine de minutes. C'est ce qu'on souhaite pour répondre à vos questions reçues en direct. Évidemment, on a vu le petit symbole, la rencontre est enregistrée et sera disponible sur le site de l'arrondissement et sur le site Internet, on s'entend, et le site YouTube également. Alors, j'entends à mon oreille qu'on n'a pas tous compris le fait de fermer le micro. Alors, il faut absolument fermer le micro, sinon, au nombre d'usagers qu'on est, on n'y arrivera pas. Alors, je vous ai dit que c'est enregistré, disponible dans les prochains jours. Les questions aussi, questions-réponses, ça sera rendu public sur le site de l'arrondissement. Maintenant, au niveau du programme, c'est chargé. On va commencer avec l'intervention du maire Rabouin. Donc, M. Luc Rabouin va avoir un mot de bienvenue. Ensuite, on va enchaîner avec les présentations de plusieurs acteurs très importants au niveau de la cohabitation sociale dans Milton Park. La soirée se terminera vers 19h30. Et pour gagner du temps, puis je vais vous revenir avec quelques conseils supplémentaires plus tard, mais j'ai envie tout de suite de céder la parole au maire de l'arrondissement Plateau-Mont-Royal, M. Luc Rabouin. M. Rabouin, je vous laisse la parole. Merci, M. Sabourin. Donc, bonsoir à toutes et tous. Tout d'abord, je souhaite remercier toutes les personnes présentes en grand nombre ce soir. Cela témoigne évidemment de l'importance de la situation. Je remercie les équipes de l'arrondissement, du poste de quartier 38 du service de police de la Ville de Montréal, du réseau de la santé et des organismes communautaires qui travaillent avec nous à trouver des solutions concrètes à court, moyen et long terme pour résoudre
la situation exceptionnelle existante dans le quartier Milton Park. Je tiens à souligner la présence de ma collègue Nathalie Goulet, qui est responsable du dossier de l'itinérance au comité exécutif de la Ville de Montréal, mes collègues élus de l'arrondissement, Maëva Villain et Alex Norris, les députés provinciales, Mesdames Ruba Gazal et Jennifer Macaron. Un représentant du bureau du député fédéral et ministre du patrimoine, Stephen Guilbeault, est également présent. Je salue aussi Mme Adrienne Campbell, qui est la commissaire aux relations avec les peuples autochtones par intérim. Et je tiens aussi à remercier M. Serge Larreau, qui est le commissaire à l'itinérance, qui ne peut pas être présent ce soir, mais qui est très impliqué dans le dossier et avec qui j'ai eu de longs échanges. Nous sommes tous conscients que les conditions de vie dans lesquelles se trouvent les personnes en situation d'itinérance au coin de la rue Milton et de l'avenue du Parc sont extrêmement difficiles. Et nous sommes également tous conscients que cette situation a des impacts majeurs auprès des résidents et des commerçants qui doivent vivre avec cette dure réalité. Nous reconnaissons que la situation n'est pas soutenable et que c'est une situation de crise. Je tiens à être très clair ce soir parce qu'on entend toutes sortes de choses ces jours-ci. Pour moi, et pour tous les élus du plateau, les préoccupations formulées par les citoyennes et les citoyens et les demandes d'actions concrètes de leur part auprès des autorités publiques sont légitimes. Les conditions dans lesquelles vivent les personnes en situation d'itinérance ne sont pas acceptables. Ces personnes ont besoin de soins. On semble éprouver un petit problème technique. On va revenir avec le maire de l'arrondissement, Plateau-Mont-Royal. Alors, M. Rabouin, on va vous revenir sitôt qu'on règle le pépin. J'aurais besoin d'un signe que vous me recevez bien. Alors, est-ce que Martine Michaud, Madame Michaud, vous pouvez ouvrir votre caméra si vous me recevez? Ah, c'est gentil. Merci. Alors, ça va bien. Merci. Vous pouvez éteindre la caméra. Comme ça, ça me permet, moi, de vous dire, vous pouvez l'éteindre maintenant, merci beaucoup, je comprends que ça fonctionne bien. C'est du côté du maire Rabouin qu'on a un conflit technique, mais on va le régler rapidement. Aujourd'hui, M. Rabouin le disait, c'est pas une situation qui est facile, la cohabitation sociale va exiger de nous tous, de nous toutes, parce qu'on veut établir un dialogue franc, on veut recevoir vos commentaires, on veut que ça soit constructif. Alors, ce que ça va exiger de nous, c'est beaucoup de respect. Autour de notre rencontre, j'aime ça dire que c'est une assemblée de cuisine parce que c'est un peu ça, on est tous un peu, vous êtes chez moi, je suis chez vous. Alors, autour de cette assemblée de cuisine-là, il y a plusieurs intervenants. M. Rabouin a commencé à nommer plusieurs joueurs importants, tant au niveau politique qu'administratif. Il y a beaucoup d'intervenants aussi sur le plan des organismes communautaires. Tu sais, je pense à l'organisme Execo, je pense à Open Door, je pense au Centre Amitié autochtone de Montréal. Attendez, je ne veux pas oublier, j'ai nommé Execo, plein milieu, je ne veux pas l'oublier non plus. Alors, plusieurs intervenants sont là. Et sont autour de la table. Il y a également des gens qui vivent la situation d'itinérance qui peuvent être présents avec nous. On a des commerçants, on a des résidents, des résidentes. Alors, ce que je vais vous demander, je vais vous donner un truc. Parlez aux gens, soyez descriptifs. Et à ce moment-là, les échanges seront constructifs puis vont nous faire avancer dans le dialogue. Alors, je vais appeler peut-être Sarah. Bonjour, M. Sabourin. Ah, OK. M. Rabouin. Vous l'aviez annoncé en introduction que ce ne serait pas parfait. Et voilà. Je pense que c'est revenu. Devin aussi. Oui, donc voilà. On me dit que j'étais rendu à dire que les conditions dans lesquelles vivaient les personnes en situation d'itinérance ne sont pas acceptables. Les personnes ont besoin de soins, d'avoir un lieu sécuritaire, de meilleure qualité qu'un trottoir ou un devant de commerce le long d'une grande avenue. Le cadre de vie des résidents du quartier ou des commerçants doit aussi changer. Ils ont tous droit à un milieu de vie sécuritaire et de qualité, et c'est notre responsabilité collective, je parle des autorités publiques des 3 paliers de gouvernement, de mettre en place les solutions qui permettront d'atteindre cet objectif. Donc, je tiens à vous assurer que nous travaillons sans relâche pour mettre en place des actions qui auront des impacts directs et immédiats
Et une chose est certaine, la pression doit diminuer sur ce secteur dès maintenant. En plus des actions immédiates, on doit aussi mettre en place des solutions à moyen et long terme. Je vais y revenir. Donc, je souhaite donc vous réaffirmer aujourd'hui que nous vous entendons, que nous vous lisons, que nous comprenons très bien la situation et que nous sommes déterminés à trouver des solutions pour assurer la sécurité de toutes et tous. C'est un dossier prioritaire de la Ville pour la mairesse Valérie Plante, et ça, c'est au niveau du directeur général de la Ville, de la mairesse, qui s'est traité au niveau de la Ville, et aussi pour tous les élus du plateau Mont-Royal. Donc, je suis heureux qu'il y ait des représentants ce soir aussi des autres paliers de gouvernement, parce que toutes les demandes, évidemment, des citoyens s'adressent à l'arrondissement, mais malheureusement, nous sommes probablement le palier qui a le moins de ressources. C'est pourquoi, avec ma collègue Nathalie Goulet du comité exécutif de la Ville, nous avons envoyé une lettre qui est un véritable appel à l'aide aux responsables gouvernementaux à Québec et à Ottawa en juin dernier. Donc, nous avons déjà mis en place plusieurs actions. Là. Donc, vous avez vu peut-être dans le plan de cohabitation sociale qu'on a présenté la dernière fois lors de la dernière assemblée publique, mais on comprend que ça prend des nouvelles mesures d'urgence pour faire face à la situation actuelle. Donc, dans le dernier mois, on a bonifié notre soutien aux organismes communautaires. On a installé une fontaine d'eau à la demande de citoyens du quartier. On a augmenté la fréquence de nos services d'entretien et de propreté. Donc, afin d'assurer la sécurité des personnes qui vivent dans la rue et pour libérer les trottoirs de l'intersection, on a demandé au propriétaire du terrain à côté de l'ancien chez Gauthier de reculer sa clôture sur une partie de son terrain. Sa réponse a été plutôt d'ajouter une nouvelle clôture qui aurait tiré encore plus d'espace et qui contraint les personnes à être sur le trottoir. On a tenté de négocier l'occupation d'une portion d'un autre terrain privé, mais cela ne s'est pas conclu. Donc, on n'a pas le choix. Il faut absolument désengorger cette intersection. Donc, nous envisageons d'inciter une partie du groupe à fréquenter une portion du parc Lucia-Kowaluk de manière transitoire pendant l'été, le temps que les solutions de moyen et long terme se concrétisent. Nous n'envisageons pas cette option avec enthousiasme, au contraire, mais plutôt avec résignation, car les autres options envisagées tardent malheureusement à se concrétiser et nous n'avons pas d'autres solutions immédiates. Nous avons aussi mis en place une équipe de médiation sociale avec le Centre d'amitié autochtone de Montréal qui vous sera présenté ce soir. Nous travaillons également à soutenir des projets de moyen et long terme qui sont culturellement adaptés aux personnes autochtones en situation d'itinérance, comme le projet de maison deuxième étape avec le foyer pour femmes autochtones, le refuge de projet autochtone Québec au complexe Guy Favreau ou le centre de jour Résilience à Square-Cabot. Plusieurs ont entendu la semaine dernière annoncer le déploiement d'une équipe municipale d'intervention, l'équipe EMIS, qui va travailler au centre-ville sur le territoire du PDQ 21. Et on s'est assuré qu'il y aurait aussi des interventions ponctuelles qui déborderaient un peu du centre-ville, là, qui viendraient donner un coup de main à l'équipe du Centre Amitié autochtone dans le quartier Milton Park. Je tiens à rappeler que la situation exceptionnelle à laquelle nous devons faire face représente un important enjeu de santé publique. Les personnes vulnérables du secteur vivent avec des enjeux de toxicomanie, de dépendance, de santé mentale, et c'est primordial pour nous de travailler étroitement avec le réseau de la santé pour pouvoir répondre à tous ces besoins. J'aurais d'ailleurs aimé que des représentants de la santé soient présents ce soir pour vous présenter leur plan d'intervention. On me dit qu'il y a des personnes présentes, mais qu'il n'y aura malheureusement pas de présentation là, de leur part ce soir. Nous avons formulé plusieurs demandes à la santé, dont un soutien financier au projet de refuge par Projet autochtone Québec pour lui permettre d'ouvrir son deuxième site d'une 50aine de places, 24 heures par jour, 7 jours semaine, un service adapté aux personnes autochtones, le renforcement en soutien financier aux organismes communautaires, une bonification des ressources dédiées des équipes là, de proximité qui sont déjà dans le réseau de la santé, là, qui accompagnent les personnes en situation d'itinérance vers les bons services qui ont besoin. Et on a aussi demandé d'offrir à l'Hôtel-Dieu un service d'hébergement 24/7 adapté aux besoins des personnes autochtones et l'aménagement d'un espace extérieur, comme c'est le cas actuellement là, au pavillon Le Royer. Ça fonctionne très bien et on aurait souhaité et on souhaite toujours ça. Donc, en conclusion, je veux juste vous assurer que notre volonté est claire et ferme, mais que nous avons besoin de l'aide de tous les acteurs. On ne peut pas résoudre cette crise seul, ni les citoyens, ni l'arrondissement, ni la ville. C'est ce qui nous amène à tabler sur des mesures d'urgence à court terme, mais aussi sur des solutions structurantes à long terme. Mais on mise également sur une stratégie de concertation, de mobilisation de tous les acteurs, dont le réseau de la santé, les organismes communautaires, les organismes autochtones et le service de police de la Ville de Montréal.
La situation actuelle requiert une réponse forte et requiert un engagement de tous les paliers de gouvernement. Ni les citoyens, ni les personnes qui sont en situation d'itinérance ne s'intéressent à nos débats de responsabilité respectives. Les citoyens s'attendent de nous à ce que nous mettions tous nos efforts ensemble, pas à ce qu'on se renvoie la balle. Et c'est mon rôle, ma responsabilité, à titre de maire du plateau, de mobiliser tous ces acteurs, dont plusieurs sont ici ce soir et je les en remercie. Je m'y attarde depuis plusieurs mois. Et comme vous, de temps en temps, je perds patience. Mais comme vous, je n'ai pas le choix de continuer pour que la situation change pour le mieux, parce que c'est ça notre objectif commun. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci infiniment, M. Rabouin. Vous allez rester avec nous, vous allez être à l'écoute, je le sais, des questions, des interrogations, des préoccupations. Vous avez un discours rassurant. Les citoyens peuvent savoir, les citoyennes aussi, vous allez être là tout le long de la rencontre, puis vous allez reprendre la parole à la fin. Si vous me permettez, je vais vous demander de clôturer notre rencontre. Merci, M. Rabouin. Oui, M. Rabouin nous le disait, on a plusieurs intervenants. La ville, l'arrondissement, les organismes communautaires prennent la situation très au sérieux. On a des gens qui ont développé différentes spécialités, qui sont présents sur le terrain. Et parmi ceux-là, je vais vous présenter mon premier intervenant, qui est Nicolas Pagot. Nicolas Pagot, lui, il est conseiller en planification. Alors, Nicolas, il travaille le dossier d'itinérance. Hein? Il représente aujourd'hui Serge Larault, qui est commissaire aux personnes en situation d'itinérance. Et je vais tout de suite laisser Nicolas vous faire une présentation. Nicolas, tu vas nous présenter un peu le contexte. Merci, M. Sabourin, de me donner quelques minutes. Et en effet, comme vous l'avez dit, je prends vraiment le relais de M. Serge Larault, commissaire aux personnes itinérantes, qui ne pouvait malheureusement pas être présent ici. Je vais faire assez court, car comme vous l'avez dit, notre souhait ici, c'est vraiment de pouvoir à la fois répondre à vos questions, mais je dirais aussi de vous entendre sur vos préoccupations, sur vos craintes, sur ce que vous vivez actuellement comme situation, et de pouvoir aussi vous parler un peu de tout ce qui a été évoqué un instant, des différentes actions qui ont déjà été mises en place, mais surtout aussi qui vont être mises en place. Si je me souviens bien, on s'était vu en décembre. Plusieurs d'entre vous étaient présents en décembre lors d'une rencontre déjà citoyenne. On s'était donné l'engagement de se revoir ici sur cette même plateforme. Et en décembre, on s'était dit des choses qui n'étaient pas toujours évidentes à entendre, mais néanmoins, on avait créé quelque chose, on avait gardé un lien important pour essayer de trouver des solutions communes, conjointes pour le bien-être de l'ensemble des personnes qui vivent sur le secteur de Milton Park notamment. Aujourd'hui, on se revoit et on a conscience, comme l'a dit Monsieur le maire, que la situation dans le secteur de Milton Park, elle est compliquée. Elle n'est pas simple pour l'ensemble des citoyennes et des citoyens, qu'on soit commerçants, résidents, gens qui travaillent sur le plateau, des personnes en situation d'itinérance ou fragiles. La situation sur ce secteur est loin d'être facile et on est dans une atmosphère où on entend que l'objectif premier que nous, on a d'offrir un environnement sécur, propre, propice au bien-être de chacun, il n'est pas atteint, on va dire, à l'échelle qu'on le souhaiterait. On est dans une situation qui nécessite plus d'action. Et croyez-nous, au niveau de la ville, on travaille fort actuellement pour être créatif. On travaille fort dans ce sens pour trouver des solutions qui vont vous être présentées à travers ce plan de cohabitation et de partage de l'espace public. Malheureusement, vous le savez, au niveau de l'itinérance, mais même plus globalement, ces derniers mois, même je dirais ces dernières années, la COVID a grandement fragilisé l'équilibre de chacun d'entre nous et notamment aussi des personnes les plus fragiles de notre société, en l'occurrence les personnes en situation d'itinérance. Une chose qui peut nous paraître simple, de devoir trouver à manger, de devoir trouver un endroit pour dormir, ou je dirais même avec ces fortes chaleurs, de trouver un endroit climatisé, peut apparaître comme un parcours, on va dire, difficile pour les personnes en situation d'itinérance. Et on le sait que la situation dans le monde s'est dégradée au niveau de l'itinérance et malheureusement à Montréal, la situation s'est aussi dégradée pour les personnes en situation d'itinérance. Mais ce qu'aujourd'hui, moi, en tant que représentant au niveau d'un service qui est celui de la Ville-Centre, le service de la diversité et de l'inclusion sociale, qui s'occupe notamment de la question de l'itinérance, je peux vous garantir qu'au niveau de la ville, on prend la situation très au sérieux et qu'on travaille chaque jour avec l'arrondissement du Plateau Mont-Royal, avec les deux commissaires au peuple autochtone et commissaire aux personnes itinérantes, avec les gens de l'équipe de propreté de l'arrondissement, avec la direction générale de la ville de Montréal, avec les différents élus. On travaille pour apporter
des réponses qui vont favoriser la sécurité de chacun d'entre vous et le mieux-être de chacun d'entre vous. Je voudrais, d'ailleurs, je dirais ces dernières semaines, je dirais même ces 2 dernières semaines, nos 2 commissaires aux personnes itinérantes et aux peuples autochtones se sont déplacés sur le terrain, ont été rencontrer les gens. Je parle des 2 commissaires, mais je sais que les employés de l'arrondissement, la ville-centre, on s'est déplacés pour essayer de rencontrer les personnes qui vivent sur ce secteur, les résidents, pour pouvoir nous alimenter, nous aider dans la construction de ce plan et des solutions pour que vous puissiez vous y retrouver dans ces solutions qui vont être apportées à travers ce plan. Je terminerai en disant, je sais que ces quelques mots que je vous donne certainement ne permettront pas de répondre, on va dire, peut-être à la fatigue, à l'incompréhension et peut-être même parfois, des fois, à l'exaspération que vous pouvez vivre à certains moments. Mais comme l'a dit Monsieur le maire, on a tous ensemble un objectif commun qui nous réunit, c'est une plus grande qualité de vie pour toutes les personnes qui gravitent autour de ce secteur-là. Et c'est vraiment l'objectif au niveau de la ville qu'on souhaite atteindre, cette grande qualité de vie pour les commerçants, les résidents, les familles, les personnes qui vivent seules, les touristes, les travailleurs et les travailleuses, mais aussi les personnes en situation d'itinérance ou les personnes fragiles. Et je suis confiant en tant que conseiller au SDIS et représentant justement de M. Serge Larreau qu'on travaille dans cet objectif et je suis confiant qu'on va réussir à trouver des solutions et atteindre cet objectif-là. Donc, merci à tous. Là, Nicolas, attends un peu, là. Tu nous as dit SDIS. Peux-tu nous dire c'est quoi ton acronyme SDIS? Je t'entends pas. Tu veux pas nous révéler? Pardon, excusez-moi. J'avais éteint mon micro. Le service de la diversité et de l'inclusion sociale de la Ville de Montréal. Merci beaucoup, Nicolas. Alors oui, c'est un jargon qu'on ne maîtrise pas tous. Alors, il faut établir un langage commun pour qu'on puisse te suivre. Merci beaucoup, Nicolas. Maintenant, va te suivre, je vais vous présenter Adrienne Campbell. Adrienne, elle est commissaire aux relations avec les peuples autochtones par intérim. Alors, Adrienne, je pense que tu veux faire une intervention pour parler un peu de l'équipe CAM. Et là encore, autre acronyme, CAM pour le Centre d'amitié autochtone de Montréal. Alors, je te donne tout de suite la parole. En fait, M. Sabourin, juste avant ça, je vais suivre un petit peu l'intervention de Nicolas en précisant quelques éléments de concertation, de mobilisation qui ont été mis en cours récemment. Donc, si vous me permettez. Vous avez tous les droits. Merci. Donc, en tant que commissaire, mon rôle est un peu de faire le suivi de la stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones de la Ville de Montréal. Dans cette stratégie, il y a un axe qui touche à la sécurité des personnes autochtones, le sentiment de sécurité, le soutien pour la communauté. Donc, mon collègue Nicolas a parlé du besoin de mobiliser. Le maire Abouin aussi a mentionné le besoin d'arrimer nos actions, de travailler ensemble. Donc, pour vous donner quelques éléments qui ont été mis en place à date, on a établi un comité autour de Milton Park qui inclut la SPVM, les différentes équipes de la SPVM, les organismes communautaires qui font énormément de travail sur le terrain. Ça inclut aussi une collaboration avec les différentes CIUS, Centre-Ouest, Centre-Sud, qui co-organisent ces rencontres afin d'arrimer nos actions et afin de mieux répondre de façon plus rapidement aux demandes des organismes du terrain. Afin de trouver des solutions, comme M. Rabouin disait, pour le moment, on est dans des solutions à court terme, mais je vais vous parler tantôt des solutions à moyen et long terme qui se travaillent actuellement. C'est important de mentionner aussi que la concertation doit inclure les différents acteurs du milieu, car une polarisation de ces enjeux n'aide personne à mieux vivre dans le quartier. Et c'est pour cette raison-là que l'arrondissement et la ville ont investi pour financer un projet de médiation qui sera présenté prochainement. On espère que ça aussi, ça va avoir de grands impacts dans le milieu. Comme mon collègue Nicolas avait aussi mentionné, il y a eu plusieurs facteurs qui ont contribué à la situation qu'on voit actuellement aujourd'hui. Il y a la pandémie, mais il y a aussi l'accessibilité aux services de traitement de dépendance qui ont ralenti durant la pandémie. Il y a des déficits au niveau du financement octroyé aux organismes communautaires pour leur permettre de développer des
programmes de soutien plus pérennes. Il y a les besoins d'avoir accès à des programmes d'employabilité pour la communauté autochtone. Et donc, il y a plusieurs facteurs qui contribuent à ces éléments-là. Et donc, ça nécessite une réponse pas seulement d'un seul acteur, mais de plusieurs paliers différents. Donc, c'est juste ça que je voulais mentionner par rapport aux actions qui se font actuellement, puis on va en revenir tantôt. Merci. Merci beaucoup. Oui, Adrienne reste pas très loin parce qu'on va te rappeler dans une minute. Avant, je vais donner la prochaine minute, mais je vais lui la donner, mais complètement à Tina Tran. Tina, tu es agente de développement social au Plateau Mont-Royal et je veux que tu nous parles. Puis là, une minute, le défi sera impossible à relever, disons 2, peut-être 3 si tu veux. Je suis très flexible. Alors, le plan de cohabitation sociale, partage de l'espace public. Le plan, je vous le rappelle, c'est 2018-2021. Tina. Oui, merci. Donc, je voulais prendre vraiment un temps rapide pour vous parler du plan de cohabitation sociale et de partage de l'espace public pour Milton Park. Comme Philippe l'a mentionné, c'est vraiment pour la période 2018-2021. Pour votre information, ce plan comprend 7 champs d'action qui sont le soutien et services aux personnes en situation d'itinérance, l'intervention en médiation sociale, la sécurité, l'aménagement, l'entretien et la propreté, les communications et la concertation. Et puis, pour votre information, le plan est en ligne et mis à jour continuellement. Donc, on vous invite à aller sur la page du Plateau Mont-Royal dans la section cohabitation sociale et itinérance pour aller chercher la dernière version du plan de cohabitation. On a aussi reçu quelques questions concernant les intervenants qui sont sur le terrain et leurs responsabilités. Donc, je vous mentionne que sur notre page web, on a aussi une présentation qui détaille les actions de chacune des organisations qui travaillent sur le terrain avec nous. Donc, on va vous partager le lien dans le clavardage. Merci. Top chrono, je pense que tu as pas mal réussi à nous présenter ça en 1 minute. Merci. Alors, Adrienne Campbell, commissaire aux relations avec les peuples autochtones. Je vous demanderai maintenant de nous présenter la nouvelle équipe CAM, Centre Amitié Autochtone de Montréal. Merci. Donc oui, c'était un investissement important de la part de l'arrondissement et la Ville de Montréal de pouvoir diminuer les conflits et les enjeux dans l'espace public via ce projet-là. Aussi de développer des meilleures voies de communication et d'assurer que toutes les parties prenantes soient entendues. Donc, j'aimerais aussi également, avant de céder la parole au médiateur, j'aimerais souligner le travail du Centre d'amitié autochtone, car ils ont rapidement développé et mis en place ce projet-là. Ça a été un défi quand même. Les organismes communautaires travaillent très fort, surtout avec des conditions difficiles durant la pandémie. Donc, j'aimerais beaucoup souligner M. Brett Pinault, Ashanti Rosado, qui ont rapidement mis ça en place en collaboration avec l'arrondissement et la ville. Donc, le projet de médiateur, c'est composé de deux personnes. La première personne, Sam Magali, sera présentée prochainement. Mais la deuxième personne va arriver en début septembre. Donc, Sam va faire son intervention en anglais. Je suis disponible pour faire une traduction sommaire par la suite. Et leur deuxième médiatrice qui débute en septembre est francophone et bilingue. Donc, juste pour vous dire, on avait besoin de rejoindre la communauté autochtone, donc le besoin d'avoir quelqu'un qui est fluent en anglais. Donc, si vous nous permettez de faire cette présentation en anglais, merci beaucoup d'avance. Je souhaite aussi mentionner que le projet a été inspiré par celle au Square Cabot, qui existe depuis quelques années et qui voit déjà de bons résultats dans une diminution des conflits par rapport au partage de l'espace public. Et donc, c'est sûr que le succès d'un tel projet va toujours dépendre de la bonne volonté de tous, de vouloir faire partie des solutions. C'est ça, la réelle médiation. Donc, ça prend en partant la bonne volonté. Donc, sur ce, I'd like to introduce Sam Magali, sorry, Sam, and I'll run the camera to you. Hi, everybody. I'd like to introduce myself and also the Native Friendship Center.
I am a proud member of the Native Friendship Center, which has been serving the urban Indigenous population now for 40 years. We have Indigenous governance, we have Indigenous leadership, and we also have Indigenous staff. As a part of our mandate, we have increased our efforts in supporting the Milton Park area. We have our day center, which is located about a 15-minute walk from the Milton Park area on the corner of St. Laurent and Ontario. We have two outreach teams, one being the K1 team, which is a response-driven intervention team. The second is the K2 team, which works in partnership with the SPVM and does joint patrols. And I'm very excited to introduce the mediation project, which, as Adrian explained, includes myself and another member of the team, which will be joining me in early September. I also, when I first came to Montreal, lived in the Milton Park community, so I'm aware of the community itself, living in it, and how strong the community is. So the idea of the mediation project, as Adrian explained, is not something that is new, but we are duplicating the mediation project that has been successful in the Cabot Square and surrounding area. A lot of my intervention experience is through Resilience, which is the main service provider in the Cabot Square area. So I've worked very closely with the mediation team there and seen how successful it can be. So this project does take into account all stakeholders of the Milton Park community, and to this end, we do invite the participation of everybody in this meeting. And in order to facilitate this, I would like to speak to as many of you as I possibly can. As of now, we are developing our communication strategy, and once completed, we will contact all the key stakeholders with the best means to communicate with us. These key stakeholders that are included are the housed and unhoused community of Milton Park, business owners, businesses, and any organizations working within Milton Park, along with social services and police who are providing services to our community. So the strategy will outline the best ways to contact us, which will include telephone, email, and our social media presence. We hope to be quite visible in the community, and we do welcome any person in the community to flag us down when you do see us if you'd like to have a conversation. Many of you may have already seen me in the community, and the work has already started. I've been shadowing the K2 team just to get a real feel of what's going down within the community on the front lines. And I am really excited for my partner to start, and we will be able to engage more of you very soon. As of now, our schedule will be 9 to 5, Monday to Friday, and this may change as time goes on, depending on the need and what is most successful. The good news is there is a lot of people that want to lend support to the community. And every time I am in the area, I do see many of our partners who want to be a part of the solution. We have found a challenge is having a meaningful coordinated response. And I have started to connect with these partners, and we'll start to work with my partner to deliver a more coordinated approach and delivery of services, also on a more consistent basis in the Milton Park community. And lastly, this is a new project, and although we are not reinventing the wheel, this is the first for the Milton Park community. And I look forward to each member's helping and duplicating the success this program has seen in other neighborhoods. Thank you, everybody, for the space to present the new project. L'intervention que vous venez d'entendre, je vais me permettre à Brienne de résumer. Donc, écoutez, Sam, ce qu'il nous dit, c'est qu'il travaille pour une organisation qui est implantée depuis plusieurs années. En fait, ils ont pignon sur rue à peu près à 15 minutes du coin dont on parle, là, Milton Park Milton et Park, oui, clairement. Alors, il est à 15 minutes à pied, là. Ils sont sur Saint-Laurent puis Ontario. Ils ont deux équipes, une équipe d'intervention, une équipe qui travaille aussi avec très près avec le SPVM. Il est fier du travail qu'il fait, fier du travail de médiateur. Ce n'est pas nouveau pour lui, ni pour son organisme. Ils ont beaucoup d'expérience. Ils ont travaillé, entre autres, au Square Chabot.
une démarche qui a démontré être un franc succès. Alors, il est très fier de pouvoir mettre cette expertise-là à contribution dans Milton Park. Ils sont en train de développer une stratégie de communication. Vous pourrez communiquer directement avec l'équipe qui va être mise en place par courriel, par téléphone. Il y aura même des médias sociaux qui seront mis à votre disposition. Ils seront présents du lundi au vendredi, pour l'instant de 9 à 5. Ce qu'il nous dit, c'est qu'il est déjà là sur le terrain. Vous allez pouvoir le voir. Puis ce qu'il voit, c'est qu'il n'est pas seul. Il y a plusieurs intervenants. Puis l'approche de concertation, ça semble être une solution gagnante. Ça, je te redonne la parole, Adrienne. Tu pourrais bonifier mon intervention. Merci, Philippe, mais je n'ai rien à rajouter. C'était une très bonne traduction. Merci. Alors, si je comprends bien, Adrienne, on clôt. Donc, mais tu vas rester parce que tantôt, j'ai un autre petit point pour toi. On va y aller très rapidement avec l'inspecteur Harrison Gaudreau. Monsieur Gaudreau, vous travaillez au PDQ 38. Vous êtes le chef. Je pense que vous êtes chef de quartier et chef de section, si je ne me trompe pas. Je veux juste que vous preniez le temps de nous expliquer comment le SPVM rassure les citoyens, s'assure de la sécurité, là, en particulier aux abords de l'intersection. Je vous donne tout de suite la parole. Merci beaucoup, Philippe. Bonsoir à tous. Effectivement, je suis l'inspecteur François Harrison Gaudreau. Je suis le chef du poste de quartier 38 qui dessert l'ensemble de l'arrondissement Plateau-Mont-Royal. Je viens tout juste de me joindre à l'équipe du poste de quartier 38, d'où la double fonction que vous avez nommée présentement. J'ai déjà eu l'occasion de consulter les enjeux et les actions qui sont en cours dans l'arrondissement. Puis, évidemment, parmi les dossiers se trouve celui du contexte qui est vécu par plein de nos citoyens et également les personnes en situation d'itinérance au coin de Milton Park et les environs. Également, j'ai eu l'opportunité, depuis mon arrivée, de commencer à rencontrer plusieurs acteurs de l'arrondissement et du monde communautaire, dont plusieurs sont présents ici ce soir avec nous. J'en profite pour souligner d'ailleurs que le SPVM collabore et prône la collaboration qui a été évoquée à de nombreuses reprises déjà entre les différents acteurs de cette problématique pour justement trouver une approche qui est concertée face à la problématique, car c'est ensemble qu'on va pouvoir améliorer le sentiment de sécurité publique et l'aborder de façon multifactorielle. Il y a vraiment plein de choses qui nous amènent ensemble ici. En guise d'exemple, je peux citer entre autres le comité dont Campbell a parlé, le sous-comité sécurité Milton Park, qui regroupe les acteurs communautaires, municipaux, ainsi que le SPVM dans l'élément de la sécurité. On parle beaucoup d'améliorer le sentiment de sécurité, mais au-delà de ça, il y a des présences de la part du SPVM et des interventions qui permettent et vont continuer à permettre d'assurer la sécurité de tous, y compris des personnes en situation d'itinérance. Vous comprendrez qu'on essaie de maximiser la présence, mais il y aura toujours des périodes dans lesquelles on est conscient que les gens pourront être témoins de situation. De toutes ces rencontres, évidemment, que j'ai eues pour prendre la connaissance, j'ai constaté, un peu comme M. le maire mentionnait, qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes de la part des parties prenantes et que ces plaintes sont évidemment, comme c'était mentionné, plus que légitimes et qui interpellent d'ailleurs personnellement plusieurs policiers ici selon leur vécu, qui ont beaucoup d'empathie tant pour les citoyens que les personnes qui sont prises avec les problématiques. À ce jour, je peux vous mentionner que plusieurs actions ont été accomplies par le poste de quartier 38. Au-delà des rencontres avec les partenaires et des plans d'action, on va aborder des actions concrètes, soit l'affectation de 2 policières à patrouille à pied. Ça fait plusieurs années qu'elles patrouillent le poste de quartier 38, mais vous comprendrez que face à ce qu'on vit, spécifiquement, elles ont des plages dédiées où elles sont plus présentes sur la rue pour faire le lien entre les commerçants, les personnes en situation d'itinérance et les citoyens qui viennent. En plus de ça, il y a nos patrouilles de vélos qui ont été affectées ponctuellement là-dessus, ainsi que les attentions spéciales pour nos patrouilleurs pour assurer une visibilité. Et évidemment, au-delà de la visibilité, on s'attend à ce qu'il y ait des actions lorsque c'est requis. Sachez d'ailleurs, je parlais de la présence policière. On est en train de réévaluer comment on pourrait maximiser la présence policière en fonction de nos capacités. Sachez que le défi pour le SPVM, c'est d'identifier les situations qui exigent des approches pénales, notamment en ciblant les personnes qui profitent de la vulnérabilité des personnes en situation d'itinérance pour commettre des infractions criminelles. Afin de soutenir le poste de quartier 38, évidemment, un apport corporatif a été sollicité via la collaboration d'autres unités du SPVM, dont l'équipe de concertation communautaire et de rapprochement, dont un de ses mandats, justement, d'établir des liens avec les gens du milieu, et le tout en patrouille à pied également. Il y a aussi, ce qui a été mentionné plus tôt, des patrouilles conjointes avec les gens de la patrouille autochtone, et il y a également d'autres membres au sein de notre section et de la division prévention sécurité urbaine du SPVM qui collaborent à divers niveaux dans ce dossier.
En plus de ces apports que je viens de mentionner, il y a une analyse des appels et des événements qui est en cours de mise à jour. Évidemment, on cherche vraiment à cibler les bonnes causes, les acteurs et les situations problématiques. Le but étant de cibler dans l'arsenal de ce que la police est en mesure de faire et peut appliquer, ce qui va apporter le meilleur résultat pour tous. En termes de résultats encore plus concrets, je tiens à partager et à souligner que les plaintes et les informations du public ont permis d'effectuer des opérations à la mi-juillet. En effet, les unités d'enquête ont réalisé des perquisitions et des arrestations à 2 adresses sur les rues Hutchison et Avenue du Parc, le tout en matière de stupéfiants et proxénétisme. Je me permets ici de faire le lien. C'est des gens qui visiblement étaient là pour profiter de la vulnérabilité et des situations de toxicomanie que vivent les gens qui sont en situation d'itinérance. À cette fin, d'ailleurs, je vous invite à comprendre que nous, c'est vital pour le service de police d'obtenir du renseignement, de l'information, c'est le nerf de la guerre pour cibler et intervenir au sein des activités criminelles, en fait, face à ces activités. Puis à cette fin, je réitère, vous pouvez communiquer avec votre poste de quartier, le poste de quartier 38, le 911, évidemment, c'est urgent, vous voyez que la vie l'intégrité physique d'une personne est en jeu. Ou si vous voulez le faire de façon anonyme et confidentielle, évidemment, il y a Infocrime que vous pouvez contacter au 514-393-1133. Je conclue en vous remerciant de votre intérêt, tout le monde qui est présent ce soir, et de votre collaboration qui permet et permettra toujours d'évaluer quelles sont les meilleures actions qu'on peut poser selon nos rôles respectifs. Et soyez assurés que le poste de quartier 38 a quotidiennement assuré la sécurité de tous et qu'on poursuit la cueillette d'informations et nos collaborations afin de cibler les actions qui porteront le plus d'impact sur les différentes communautés au sein de notre secteur. Bonne soirée. Merci beaucoup, M. Harrison Gaudreau. Vous parliez des différentes actions de tous les intervenants par rapport à la sécurité. Il y a aussi tout le volet propreté qu'il ne faut pas négliger. On va l'aborder tantôt, la propreté, ça relève souvent de la division voirie de l'arrondissement. Je pense qu'on va aussi aborder ce volet-là, qui est complémentaire là, aux différentes interventions qu'on a eues. On se garde ça pour la période de questions, on va y revenir, parce que tout de suite, je dois redonner la parole à Adrienne Campbell. Adrienne, tu nous as d'entrée de jeu dit qu'on parlerait des solutions court, moyen et long terme. À toi. Merci encore. Donc, les actions à court terme, on vous a déjà présenté le projet de médiation. On vous a aussi présenté le sous-comité Milton Park, tel que mentionné tantôt. Donc, on travaille avec les organismes présents sur le terrain afin de cibler les actions qui vont amener un meilleur sentiment de sécurité pour tous. On explore aussi des façons de mieux arrimer les services de santé autour de la population à Milton Park. Donc, pour l'élément de sécurité pour tous, on a bien écouté les demandes de tous les acteurs. Quand tout le monde demande une meilleure circulation, une meilleure sécurité sur les trottoirs pour les personnes autochtones en situation d'itinérance, pour le voisinage. Et donc, afin de répondre à cet élément-là, on s'est dit que ça prend un espace alternatif, sécuritaire, accessible et temporaire, surtout pour l'automne de cette année. Parce que, comme Nicolas Pagot disait tantôt, la pandémie a beaucoup affecté les organismes qui œuvrent en itinérance. Ça a diminué leur capacité d'accueil et donc les centres comme Open Door, Projet Autochtone du Québec, le Centre Amitié, etc., ne peuvent permettre l'accès de toutes les personnes qui avaient normalement accès durant la journée. Et donc, les personnes se trouvent beaucoup plus sur la rue, malheureusement. Donc, pour avoir une meilleure circulation, une meilleure sécurité sur les trottoirs, on voulait vous présenter l'option d'avoir le parc Lucia Kawaluk, qui est au coin de Avenue du Parc et Avenue des Pins, comme une option, un espace qui serait un espace alternatif qui pourrait être utilisé par la communauté et par tous, comme c'est un parc public. Je tiens à mentionner que ce parc-là, qui a été récemment renommé à l'honneur de Mme Lucia Kawaluk, que Mme Kawaluk, en fait, était impliquée dans des initiatives destinées aux personnes en situation d'itinérance. Elle était la directrice du centre de jour St. James, ainsi qu'un organisme d'habitation qui offre du soutien psychosocial aux personnes en difficulté. Aussi, j'aimerais souligner et remercier son mari, M. Roussopoulos, qui a été consulté dans ce processus-là.
Donc, le plan, c'est de pouvoir offrir cet espace-là aussi aux membres de la communauté qui sont en situation d'itinérance pour une utilisation, comme je disais, saine, responsable et temporaire. Notre souhait, c'est que durant l'automne, l'hiver, que les gens, premièrement, vont être plus à l'intérieur et que la santé publique va permettre aux organismes communautaires d'augmenter leur capacité d'accueil. Donc, avec cette parc-là, ce qui est aussi important, c'est que ça permettrait un lieu plus sécuritaire pour les intervenants de pouvoir faire des interventions adéquates, de pouvoir donner des soins aux personnes dans un milieu plus sécuritaire que, encore là, sur le trottoir. Et on travaille également avec la SPVM pour assurer que ce soit un lieu qui pourrait être utilisé par tous. Donc, ça, c'est une autre action à court terme. Aussi, j'aimerais préciser que les médiateurs seraient là de façon très régulière. Et donc, pour tout ce qui est des craintes, vous êtes la bienvenue de diriger ça vers les instances appropriées, que ce soit la patrouille mixte, les différents intervenants de médiation ou bien la SPVM au besoin. En termes des actions à moyen terme, donc c'est important de reconnaître qu'il y a aussi beaucoup de travail qui se fait auprès de la population qu'on ne va pas forcément voir directement, visiblement sur le terrain. Il y a des groupes, des organismes autochtones qui existent depuis très longtemps, qui développent, qui ont déjà développé et qui sont en cours de développer des projets afin d'offrir des services de soutien adaptés culturellement à la communauté autochtone. Il existe déjà des lieux de concertation où est-ce que les organismes autochtones se rassemblent. Le réseau pour la communauté autochtone gère une table où est-ce qu'il y a les organismes autochtones qui siègent et qui travaillent directement avec le CIUS afin de prioriser des projets pour la communauté. Donc, il existe déjà ces lieux-là. Il y a déjà des programmes de logement transitoire pour la communauté. M. Rabouin a mentionné celle du foyer des femmes autochtones. Il y a aussi un projet de projet autochtone du Québec qui n'est pas loin du plateau, qui offre du logement transitoire, ainsi qu'un programme de gestion d'alcool, ainsi qu'un projet de refuge. Donc, il y a plusieurs initiatives faites par la communauté que, bien sûr, ils ont dû ralentir leur développement durant la pandémie. J'aimerais aussi dire que les projets qui sont en cours de développement, ce n'est pas à moi de toutes les nommer et d'en parler parce que c'est aux organismes eux-mêmes qui portent ces projets-là et qui ont déposé des demandes auprès de la santé et d'autres instances. Donc, je n'ai pas de nouvelles, je ne peux pas parler au nom de ces instances-là ni au nom des organismes, mais pour vous expliquer que oui, il y a des initiatives chapeautées par la communauté autochtone pour répondre aux besoins. Dans le long terme, en fait, dans le moyen et long terme, ce qui est aussi important de reconnaître, c'est que les solutions viennent de la communauté. Et donc, les projets à long terme, comme j'ai dit, il y a des organismes qui parlent déjà de vouloir établir plus de logements abordables, transitoires, des lieux de rassemblement intérieurs, extérieurs spécifiques à la communauté. Donc, ces projets-là, encore toujours en cours, je ne ferai pas mention actuellement. Un projet que j'ai oublié de mentionner dans le court moyen terme, c'est via le projet de médiation. En fait, c'est d'impliquer les personnes en situation d'itinérance dans la recherche de solutions, de les consulter, de les traiter comme les citoyens qu'ils sont. Et donc, on a aussi très hâte à ce qu'on va pouvoir entendre leur voix autour de ces rencontres-là prochainement, autour des tables de concertation. C'est parfois plus facile de parler à leur nom, de parler de la situation causée par la communauté. Ça, c'est un petit peu trop facile à faire. Ce sont des membres de la communauté qui ont des voix, qui ont des choses importantes à dire.
qui démontre beaucoup de respect, de générosité, de partage. Et je crois que ça vaut la peine de laisser la place, de voir cet aspect de notre communauté-là. Donc, c'est important de voir au-delà de la manifestation des effets de leur trauma. On doit se souvenir que ce ne sont pas que des victimes, ce sont des personnes qui sont des artistes, qui ont beaucoup à contribuer. Et donc, on espère prochainement, encore via le projet de médiation, de pouvoir entendre leur voix lors de ces discussions-là. Et j'arrête. Tu as dressé un bon portrait. Merci beaucoup, Adrienne, du court, moyen, long terme, l'importance de la coordination, de la planification. Merci infiniment. On va maintenant, à ce moment-ci, passer à la période de questions, mais reçues à l'avance. Je vais essayer d'y aller rapidement, puis je ne reviens pas sur les questions qui ont déjà été répondues durant les présentations des intervenants. En fait, je vais essayer qu'il n'y ait pas de dédoublement parce que je veux qu'on ait un espace-temps pour répondre à vos questions. C'est vraiment la volonté, je pense, de l'arrondissement aussi. C'est le signal qu'ils m'ont donné. Ils m'ont dit, Philippe, c'est important, prends ça au sérieux. On veut écouter ce qu'ont à dire les résidents, les commerçants, les gens qui peuvent vivre des situations qui seraient avec nous. Mais avant d'y arriver, on va y aller avec les questions reçues à l'avance. J'ai une question qui dénonce un peu le manque de logement social. On se demande s'il y a des situations par rapport au logement qui sont adaptées aux personnes en situation d'itinérance. Alors, je demanderai aux intervenants de m'indiquer lequel qui veut répondre, mais en principe, Maude Séguin, que vous n'avez pas entendu, conseillère en planification, serait peut-être à même de nous donner des précisions. Il y a Adrienne qui l'a évoqué un peu, mais... Oui, c'est moi. Désolée. Oui, Bonjour, donc bonjour tout le monde. Oui, donc effectivement, par rapport à la question du logement, c'est, bon, sans surprise, c'est un peu comme l'ensemble des actions qu'on vous a présentées aujourd'hui. C'est évidemment une priorité de la Ville de Montréal, mais c'est aussi une réponse qui se fait multipalier. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des responsabilités qui relèvent de la Ville, mais aussi du gouvernement provincial et fédéral, principalement quand on parle d'itinérance. Quand on parle d'itinérance, le logement, c'est une réponse, mais c'est vraiment une partie de la réponse dans les personnes en situation d'itinérance, son besoin. Et aussi, c'est important de rappeler que c'est une réponse qui est vraiment sur le moyen long terme. Donc, on parle souvent de 2 à 5 ans pour vraiment voir des projets arriver. Heureusement, il y a beaucoup d'actions qui ont été prises dans les dernières années. Là, il y a de l'acquisition de terrain, il y a des budgets qui ont débloqué. Mais vraiment, pour en arriver à des projets concrets pour les personnes en situation d'itinérance, on est quand même dans le moyen terme dans les quelques années. La Ville est très engagée, mais dans ses compétences, on est vraiment à l'intérieur de la brique et le béton, si on veut. Donc, on acquiert des terrains, on peut financer l'acquisition de certains bâtiments pour certains organismes. Il y a des programmes dédiés à ça. Mais pour les personnes en situation d'itinérance, il faut vraiment penser aux interventions de soutien communautaire en logement. Et ça, c'est quelque chose qui, présentement, on a... Il y a une pénurie, on sait, là, en termes d'intervenants de façon générale, mais aussi au niveau des fonds. Plusieurs représentations sont faites, mais les attentes ne sont pas avec le service de l'habitation, le service de la diversité sociale, plusieurs organismes communautaires pour trouver des solutions vraiment à long terme en termes de logement. Alors, c'est sur le plan technique, quelques difficultés qu'on éprouve avec la connexion de Maude, mais je pense que ça faisait écho à ce qu'avait un peu abordé Adrienne tantôt, là. Alors, ça fait partie de vos préoccupations, je comprends. Et ce n'est pas des recettes simples nécessairement, ça demande de la préparation et il faut que ça soit contextualisé, la création de logements sociaux, pour prendre en compte les problématiques vécues par les personnes itinérantes. Peut-être que Nicolas Pajot pourrait
Pago, excuse-moi, Nicolas. Nicolas, est-ce que tu peux compléter l'intervention de Maude? Je vais prendre le relais de ma collègue, mais en 30 secondes. C'était juste pour résumer une chose qui est très importante que Maude a amenée dans l'idée qu'en effet, il faut qu'on reste dans nos champs de compétences. On a souvent parlé au niveau de l'itinérance qu'il fallait donner un toit. Qu'une fois que la personne avait un toit, on avait solutionné. Mais on s'entend que ce n'est plus une réponse aujourd'hui sociétalement acceptable parce que la personne peut ramener la rue dans son appartement, dans son logement. Et il faut donner, certes, en effet, un toit, mais il faut donner un accompagnement psychosocial. Et là, on sort entre guillemets, d'un champ de compétences qui n'est plus celui de la ville à ce niveau-là. Et donc, c'est vraiment, il faut avoir une recette qui permet que tout soit combiné pour permettre, en effet, de donner un facteur gagnant pour la personne en situation d'itinérance pour qu'elle reste dans son logement. Parce qu'en effet, si on fournit juste un toit, la personne va se retrouver dans l'espace public, va se retrouver aussi, on va dire, quand on parlait de mieux-être tout à l'heure, ce n'est pas forcément, en effet, l'objectif qu'on va réussir à atteindre. Donc, ce qui est vraiment important dans ce que ma collègue disait, c'est qu'il y a des champs de compétences, mais on se rejoint tous que le logement est une solution parmi d'autres. Et les autres, c'est notamment les places d'hébergement d'urgence, de développer des réponses, on va dire, à court terme. Parce qu'on a encore besoin, il y a des personnes qui ont besoin, qui se retrouvent dans l'espace public, qui ont besoin de réponses à court terme. Où dormir ce soir, ce 26 août, justement, où je vais pouvoir dormir plutôt que rester dans l'espace public. Et actuellement, il y a des enjeux qui doivent être travaillés sur lesquels la ville travaille dans son rôle d'influence à d'autres paliers gouvernementaux pour justement travailler ces enjeux-là pour développer la mesure d'urgence et des services d'hébergement d'urgence. Je vais m'arrêter là. Je voulais juste rajouter ça. Merci beaucoup, Nicolas. Nicolas Pago qui nous a résumé ça très clairement. Merci. Je vais poser une question maintenant à Adrienne Campbell parce qu'il y a une question qu'on a reçue à l'avance parce qu'il y a un peu de confusion. On se demande, en fait, la question que je lis ici, c'est quelles sont les tâches et responsabilités des intervenants d'Open Door? Peut-être c'est en 2 phrases. Donc, tâches et responsabilités, puis après ça, est-ce que c'est juste Open Door? Yann, il y a beaucoup de gens qui travaillent d'intervenants. Peux-tu reprendre un peu puis départager? Je te donnerai 1 minute, Adrienne. Je prendrai même moins que ça. Donc, je réfère à ce que ma collègue Tina Tran avait dit tantôt, que si les gens ont des questions sur les rôles des organismes, ça se trouve dans un PowerPoint sur le site Web. Merci. Excellent. Oui. Alors, site Web de l'arrondissement, donc sur le site montréal.ca, vous allez voir au niveau de l'arrondissement, ça se trouve facilement. Merci beaucoup d'avoir clarifié ça. Question au niveau de la sécurité, donc du côté de l'inspecteur Harrison Gaudreau, M. Gaudreau, PDQ, le poste 38, question qui nous est posée sur, puis là, tu sais, je suis un peu ratoureux. Dans le fond, je vais vous demander de répéter les coordonnées pour vous rejoindre parce que la question, c'est comment on réduit les incivilités, les gestes de violence, les cris, la prostitution. Alors, est-ce qu'on peut donner, parce que vous allez intervenir au premier plan, le SPVM, j'imagine, pouvez-vous indiquer comment on fait pour vous rejoindre? Bien, en fait, c'est ça. Il y a plusieurs approches. C'est multifactoriel. On parle d'incivilité, violence, cris, prostitution. Il y a plusieurs strates dans ce que vous me dites. Il y en a qui vont être adressés par nos policiers au niveau de la rue quand ils vont être témoins de ces infractions ou quand ils vont avoir des appels. C'est une urgence 191 que j'avais déjà mentionné. Mais évidemment, quand on a des problèmes récurrents, comme citoyens, résidents ou même personnes qui transitent, on a des informations spécifiques. Mais ça peut être communiqué au poste de quartier 38 au 514-280-0138, qui est le comptoir d'accueil ici au poste de quartier, qui va avoir à consigner ça selon la méthode appropriée. Mais ça peut être également pour les gens qui veulent demeurer anonymes. Pour toutes sortes de raisons, vous êtes appelé à côtoyer le voisinage, mais ça peut être avec notre partenaire InfoCrime au 393-1133, 514-393-1133. C'est vraiment une approche qui est plus concertée, là. Il y a plusieurs aspects à la criminalité et aux incivilités, mais la clé là-dedans, c'est nous, ce qu'on constate, on va jouer notre rôle, on va mettre des gens. Est-ce que le citoyen est en mesure de nous aider à comprendre? Bien, ils sont le bienvenu de le communiquer. Merci beaucoup. Je vais vous donner un devoir, peut-être à l'aide de ma collègue Catherine Piazon, d'inscrire dans le chat les coordonnées que vous venez de nous donner. Plusieurs sont peut-être comme moi, plus visuels qu'auditifs. Ils n'ont pas eu le temps de noter. On l'aura dans le chat, on pourra prendre ça en note. Merci infiniment. Mais je vous garde, parce que j'en ai une autre question. Il y a la question de la sécurité, juste au niveau de l'intersection Milton Park. Quand les enfants quittent le matin, reviennent le soir, les citoyens sont inquiets. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour les rassurer? J'inviterais les gens qui ont cette préoccupation-là, justement, à contacter le poste de quartier pour avoir un peu plus de détails sur cette situation-là.
Puis là, on verra c'est quoi la réponse qui est appropriée. Est-ce qu'on a des exemples précis de situations, des informations qui nous permettraient de cibler les bonnes personnes ou les bonnes situations qui portent à l'inquiétude? Ce serait vraiment ça pour l'instant. Puis évidemment, c'est urgence, les gens savent ce qu'il y a à faire. Merci beaucoup. Des questions pour le maire d'arrondissement, Luc Rabouin. Monsieur Rabouin, je vais jumeler deux questions ensemble pour gagner un peu de temps. Il y a une question qui parlait de réalité des commerçants sur l'avenue du Parc. C'est sûr que vous êtes sensible à ça, puis que vous la connaissez, la réalité. Peut-être juste de dresser quelques mots là-dessus. Puis dans un volet 2, c'est quelle est l'importance pour vous de la participation des résidents dans la prise de décision? Bien, il y a des éléments. La question des commerçants, je l'ai dit d'entrée de jeu, là, nous, on reconnaît qu'il y a un enjeu majeur à la fois pour les résidents du quartier, à la fois pour les personnes en situation d'itinérance et à la fois pour les commerçants. Donc, il y a un enjeu qu'on doit résoudre. Les gens doivent pouvoir se déplacer dans le quartier en toute sécurité et accéder au commerce. Donc, ça, c'est une condition de base. Hein? Donc, il faut qu'on rétablisse ça parce qu'en ce moment, c'est difficile. Donc, c'est pour ça qu'on mobilise tous les acteurs puis qu'on veut que chacun fasse une partie de l'effort collectif là, pour améliorer la situation. La deuxième chose sur la participation des citoyens à la prise de décision, bien là, ça dépend des décisions, mais c'est sûr qu'on est dans une situation extrêmement difficile où on se concerte avec beaucoup de partenaires. On fait des séances d'information, les citoyens nous écrivent, nous parlent aux élus locaux. À chaque conseil d'arrondissement, il y a des questions de citoyens auxquelles on répond, en plus des communications entre. Il y a des assemblées spécifiques d'information qu'on fait, comme celle qu'on fait ce soir pour partager de l'information. Ensuite, il faut voir qu'est-ce qui décide quoi. Mais pour l'instant, nous, on est dans une situation d'urgence. On a été élus et on prend les décisions en fonction des responsabilités qu'on doit assumer et on va rendre des comptes, ce qu'on fait un peu ce soir, et à chaque conseil d'arrondissement auprès des citoyens. Merci. Restez avec moi, M. Rabouin, parce qu'on parle de prise de décision. Vous avez peut-être déjà été interpellé par des citoyens sur l'idée éventuelle de réduire la vitesse sur l'avenue du Parc. C'est possible? Oui, on a demandé une analyse. C'était une des demandes là, du collectif des résidents de Milton Park là, qui se sont mobilisés, organisés, qui nous ont transmis une série de demandes. Une des demandes était de réduire la vitesse sur l'avenue du Parc. On essaie de voir comment on pourrait mettre des mesures en place pour réduire la vitesse dans la réalité. Parce que changer le panneau 40 km/h pour écrire 30 km/h, les gens, ils roulent déjà pas 40 km/h. Donc, ce n'est pas le panneau qui fait la différence, c'est souvent l'aménagement de la rue. Donc, on a mandaté nos services pour nous arriver avec des propositions concrètes qui permettraient d'avertir les automobilistes qu'il faut qu'ils ralentissent. Ce n'est pas une zone scolaire, mais c'est une zone où il y a beaucoup de monde, puis il peut y avoir des gens qui apparaissent dans la rue rapidement, de manière impromptue. Donc, on est tout à fait conscient de l'enjeu. On cherche à voir c'est quoi les solutions les plus optimales, là, mais on a un mandat très clair de nos services là-dessus, puis on devrait avoir des réponses dans les jours qui viennent pour des mesures à implanter là, très rapidement. C'est une demande que les conseillers locaux insistent. Moi, j'insiste. Donc, on me dit des choses théoriquement qu'on ne peut pas faire. Puis nous, on n'accepte pas ça. On veut trouver des solutions. Donc, on devrait en avoir rapidement. C'est plus que de l'ouverture. Je sens que les préoccupations ont tout été entendues et que vous travaillez en ce sens-là. J'en ai une dernière pour vous. Donc, les élus signeront-ils la pétition? Vous avez nommé le collectif, parce qu'il y a une pétition qui a circulé. Hein? Je vais vous laisser présenter le contexte. Ils ont recueilli quand même 443 signatures. On se demande si vous allez accuser réception, si vous allez signer. Je vous laisse en parler vous-même. Oui, j'ai bien pris connaissance de la pétition. Il y avait deux demandes dans la pétition. La première demande était de ne pas aller de l'avant avec l'aménagement du terrain là, de l'ancien chez Gauthier, là, ce qui est vraiment situé sur le coin de la rue Milton et Parc. Les citoyens s'opposaient à ce qu'on aménage ce terrain-là. Puis je l'ai dit d'entrée de jeu, là, le propriétaire a refusé de toute façon. Et donc... Oups. OK. Donc, ce projet-là est mort de sa belle mort. Et le deuxième élément, c'était d'avoir des intervenants là,
15 heures par jour, un peu comme ce qui est annoncé de la brigade EMIS au centre-ville. Bien là, on a le projet avec le Centre d'amitié autochtone qui est un pas dans cette direction-là où on va avoir des intervenants 5 jours semaine de 9 à 5. C'est ça de plus que ce qui était avant et on travaille actuellement à bonifier cette offre-là. Donc, Mme Campbell l'a mentionné aussi, un enjeu de recrutement, d'avoir des intervenants, mais c'est sûr que pour nous, on est très, très heureux de ce partenariat-là avec le Centre d'amitié autochtone parce qu'on va avoir vraiment un service avec des intervenants qui vont être en mesure d'établir des relations de qualité et avec les citoyens du quartier parce que c'est un projet de médiation. Hein. Donc, c'est à la fois avec les citoyens, les commerçants et les personnes en situation d'itinérance, mais on ne s'arrêtera pas à un service de 9 à 5 jours semaine. On veut bonifier cette offre-là. On a déjà une entente que l'escouade EMIS pour venir nous donner des coups de main ponctuels, mais on veut plus que ça et on y travaille. Très clair, merci infiniment. On est à 19h07. On va avoir le temps de prendre les questions des citoyens en direct. Mais pour ça, juste avant, je vais prendre 1 minute parce que c'est important. Donc, c'est sur moi que repose la gestion du temps. Il y a 7 minutes qui m'ont échappé. Vous allez me pardonner. Mais par contre, c'est sur l'ensemble des gens qui sont présents à la rencontre que repose la responsabilité d'avoir des échanges qui sont courtois, respectueux. Et pour ça, je vais vous donner quelques directives. Alors, la meilleure façon d'y arriver, c'est de parler au jeu, d'être descriptif, de ne pas personnaliser les débats. Ça, c'est une première chose. Ensuite, au niveau de la réception de vos questions, je vais vous demander d'utiliser le chat et de m'écrire à moi directement. Alors, vous allez choisir Philippe, vous m'écrivez directement et je vais être en mesure comme ça de prendre mes questions. Là, tout de suite, je ne peux pas lire des romans fleuves, alors soyez vraiment indulgent à mon endroit, soyez concis. Ça pourrait être juste, je veux poser une question, me donner le sujet, je serais très content de ça. En attendant, je vous demande de garder vos micros fermés, caméras fermées. On est là pour avoir des échanges constructifs. On poursuit la rencontre dans ce sens-là avec un volet un petit peu plus dynamique, donc questions-réponses reçues en direct. J'ai reçu une première question de Adam. Lui était encouragé, dit-il, par la présence des CIUS centre-ouest et centre-sud à la rencontre. Ce que je comprends, c'est que lui, ça l'encouragerait. Mais par contre, il y avait un petit bémol parce que sa question, puis on ne pourra pas y répondre, là, je suis désolé, mais il se demande quand est-ce que le ministère de la Santé, Santé et Services sociaux va prendre au sérieux la responsabilité à l'échelle gouvernementale dans ce dossier-là. Ça fait un peu aux échos qu'on a eu en début d'intervention. Alors, le mot est passé. Je pense qu'il n'y a pas d'autre réponse à donner à cette première intervention-là. Maintenant, je vous l'ai dit, hein, on peut poser la question en français ou en anglais. So, if you have a question in English, we'll do our best to answer it in the language of your choice. Alors, j'ai une question de Mike. Oui, Mike, on pose des questions directement à moi. Maude lui a répondu. Alors, Alexa, le réseau finance déjà 10 projets cette année à travers notre groupe de travail. Alors, je me demande, Alexa, si c'est une question ou plus un commentaire. J'ai comme l'impression que c'est de l'ordre du commentaire. Alors, je suis... Mais quand même, vous teniez à dire que vous financiez déjà 10 projets à travers un groupe de travail. J'ai peut-être envie de vous donner la parole, mais je vous donne 30 secondes. Alexa Huard, pouvez-vous préciser le commentaire que vous avez laissé dans le chat? Oui, désolé, je pensais que je l'envoyais à tout le monde, mais je l'ai envoyé plutôt alors qu'Adrienne a juste mentionné que le réseau, on travaille de concert avec l'ensemble des organisations autochtones. C'est juste pour dire qu'on finance déjà cette année au moins 10 projets qui vont venir en appui pour appuyer tous les efforts qui sont faits en ce moment envers la communauté autochtone à Milton Park. Donc, le réseau de la communauté autochtone de Montréal, on rassemble l'ensemble des partenaires autochtones qui offrent des services de première ligne. C'est juste pour dire que la communauté est concertée, la communauté est active et la communauté est prête à répondre. Donc voilà, mais c'était plutôt que j'ai dit. OK. Ben, merci infiniment. Votre commentaire est tout à fait pertinent. On le reçoit. Merci. Oui, Charlotte, on est rendu aux interventions. Si vous regardez dans le chat, vous allez voir qu'on a laissé déjà les numéros du poste PDQ 38. Infocrime, c'est là également.
Nicolas, les interventions semblent... Ah oui, c'est ça. C'est que vous dites, Nicolas, en fait, que les interventions sont souvent de jour. Je vais vous demander d'ouvrir la caméra, votre micro, parce que vous souhaitez avoir davantage de présence la nuit. Vous pouvez peut-être... ce que j'ai constaté, c'est que c'était un commentaire. Si vous avez une question par rapport à ça, c'est la question que je devine, c'est est-ce qu'on peut mettre davantage de ressources de nuit? Est-ce que je vous ai bien compris, Nicolas? Oui, c'est pas mal ça, ouais. Parce on voit dans les heures et sur le document de la ville, et puis même de ce qu'il disait de la médiation, que c'est beaucoup du 9 à 5. Et je comprends vraiment toute la difficulté de recrutement qu'il a cité. Mais c'est sûr qu'il y a certainement un besoin d'accompagnement aussi la nuit, j'imagine. Oui. Peut-être qu'Adrienne pourrait répondre à la question au niveau de la présence des organismes communautaires, des différents intervenants. On assume que le PDQ 38, lui, est là, de nuit aussi. Adrienne? Oui, donc c'est sûr, pour le moment, le projet de médiation, effectivement, c'est prévu de 9 à 5. Par contre, je sais que les médiateurs vont aussi faire quelques tournées pour être bien au courant de la situation que les résidents vivaient ou les commerçants et les personnes en situation d'itinérance aussi la nuit, la fin de semaine, et ils seront disponibles pour recueillir tout commentaire. Et donc, s'il y a besoin de réajuster, s'il y a des actions à prendre par la suite, des acteurs à mettre ensemble afin de répondre à des enjeux, c'est tout à fait possible. Donc, on vous invite à communiquer soit avec la SPVN, dépendamment du type d'enjeu, ou bien avec le projet de médiation. Merci. Et puis on s'entend qu'il y a aussi un besoin le week-end. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un des gouvernements provinciaux qui sont là, mais il serait temps peut-être d'encourager nos jeunes populations à s'inscrire dans des services sociaux et pour former des populations et des jeunes qui vont venir pour aider toutes ces populations dans le futur. Donc, c'est quelqu'un du gouvernement. N'ayez pas peur. Vous avez été entendu, Nicolas. Merci. Donc, je vous invite maintenant à fermer le micro. Donc, tout le monde, nos participants, ferment le micro ou ferment la caméra pour qu'on puisse aller chercher le maximum d'intervention de tout le monde. Vous aviez parlé aussi, Nicolas, je pense, de la possibilité d'installer un radar automatique dans un feu rouge. Donc, ça a été reçu comme commentaire. Alors, voilà, j'ai une question de... Et là, vous me pardonnez... je n'arrive pas à voir tout le nom, mais Naomi, je pense, oui, Naomi Silver, comment le parc Lushiakovaluk sera aménagé? J'exprime bien votre questionnement. Naomi, on va vous répondre. Alors, qui peut, ben, j'imagine, ça va être Adrienne. Peux-tu nous parler un peu de l'aménagement? À moins que ce soit quelqu'un de l'arrondissement, là. Gênez-vous pas. Mais moi, j'inviterais Adrienne en premier. Est-ce qu'on peut parler de l'aménagement? Ben, je peux peut-être y aller, en fait, au départ. Oui. On t'a retrouvé. Écoute, oui, ben, je vais pas caméra, j'ai l'impression que j'ai peut-être des petits enjeux de connexion. Bon retour. Mais bref, merci. Donc, l'aménagement, en fait, qui est souhaité est assez simple. Évidemment, comme Adrienne l'a mentionné, on parle d'un aménagement qui est assez temporaire. Donc, c'est principalement une question d'offrir un espace où les gens peuvent se rassembler. Donc, on parle de tables, de peut-être quelques chaises, des tables à pique-nique, des chaises Adirondack, de déménager ou en fait d'offrir une toilette chimique aussi. Là, on sait qu'il y a eu des enjeux de salubrité dans l'arrondissement à cause de ça. Donc, c'est des installations sommaires, là, somme toute, qui pourront être disponibles aux environs du parc pour justement accueillir les personnes, les encourager à utiliser cet espace-là. Mais on est vraiment dans quelque chose de sommaire et de temporaire, là. Merci, Bob. Alors, j'ai maintenant Amanda. Amanda, vous avez une question à poser. Je ne sais pas c'est quoi le sujet, mais on vous reçoit. Amanda Pitney. Oui, merci. Désolée, j'étais en train de te l'écrire, mais c'est plus facile de le dire vite, vite. C'est sur le sujet, si ça a été discuté, de la possibilité de changer la localité de ces organismes-là. On voit qu'il y a beaucoup d'efforts de différents organismes, mais on a mentionné le problème comme Open Doors de l'espace. Et puis, beaucoup des problèmes, c'est souvent entre les résidents ou les petites business dans Milton Park et les itinérants et leurs problèmes sociaux qu'on voit, qui est évident. Je pense à la place de la mission Oldbury,
qui est ouvert depuis 1880 quelques. Puis qui fonctionne assez bien. Puis ça, c'est dans une place plus industrielle de Montréal, où est-ce qu'il y a plus d'espace, non seulement à l'intérieur, mais aussi alentour, et c'est moins résidentiel et il n'y a pas de petites business qui vont être aussi encombrées. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait investiguer? On pourrait consolider beaucoup de ces organismes-là, avoir une place plus spacieuse pour pas seulement la pandémie qu'on n'a pas fini, mais aussi pour les gens, pour qu'ils puissent dormir à l'intérieur, être en sécurité. Puis aussi, ça sauverait beaucoup de problèmes pour les résidents et les petites business à Milton Park. Amanda, on a compris la question. Parfait. Je pense que peut-être Maude qui a levé la main. Maude voulait répondre peut-être directement? Oui, ben, je peux débuter une réponse. En fait, vous soulevez beaucoup d'enjeux dans votre question qui sont très, très pertinents, là. En fait, il y a toute la question de la répartition des ressources en itinérance sur le territoire. En fait, pour trouver l'emplacement, le Open Door était au départ là, justement dans le centre-ville, près du secteur du Square Cabot. Ça a pris, je crois, près de 3 ans avant de trouver un emplacement. Donc, c'est vraiment très, très difficile pour plusieurs raisons, là, pas seulement pour des raisons de cohabitation, mais pour plusieurs enjeux de zonage ou d'accessibilité ou de tarifs. Il y a plusieurs enjeux pour déplacer des ressources. C'est vraiment un défi là, pour en ouvrir aussi des nouvelles parce qu'il y a des besoins vraiment partout sur le territoire. Et nous, on est plus dans la perspective où on souhaite vraiment... il y a beaucoup de ressources au centre-ville. Je pense qu'en itinérance, il y en a peut-être une vingtaine. Et bien qu'on a l'impression que le centre-ville est un édifice à bureaux où il y a peu d'enjeux la nuit, bien, on a aussi une politique à la ville de vouloir rendre le centre-ville attrayant et habité. Donc, il y a toutes ces politiques-là qui peuvent parfois entrer en collision là, quand on cherche des avenues pour des ressources en itinérance pour ouvrir de nouveaux emplacements, répondre aux besoins. Nous, on est plutôt dans la perspective où il faut ouvrir des ressources là où les personnes sont pour libérer justement éviter de concentrer les personnes à certains endroits, que ce soit au centre-ville ou dans les quartiers centraux, comme sur le plateau Mont-Royal ou dans Ville-Marie. Pendant la pandémie, on a eu la possibilité d'explorer plusieurs types d'hébergements temporaires d'urgence différents, entre autres la formule de halte chaleur un peu partout à travers le territoire de la ville. Et on a vraiment vu que ça avait un impact quand même intéressant pour essayer de justement répartir les ressources puis sortir un petit peu la pression des quartiers centraux. Mais évidemment, vous soulevez beaucoup d'enjeux là, qui sont vraiment pertinents au niveau de la localisation des ressources. C'est des questions qui sont toujours en développement, en fait, en réflexion continue là, à la ville quand vient le temps de trouver des emplacements pour des nouveaux services. C'est complet. Merci beaucoup, Maude. Merci. Je passe à une prochaine question maintenant, celle de Charlotte Thibault qui voulait parler d'une question à dimension de sécurité. Charlotte? Oui, bonjour. Alors, j'habite sur la rue Jeanne-Mance, presque au coin de Prince-Arthur, dans une coopérative d'habitation. J'avais l'habitude d'être très fière d'habiter dans le quartier de Milton Park. J'avoue que je suis maintenant gênée d'inviter des gens dans Milton Park à cause de toute la question de la sécurité en ce moment. Je ne suis plus à l'aise comme femme dans la soixantaine d'aller dans les différents commerces sur la rue du Parc en passant au coin je vois que le maire se sauve, en passant au coin de Milton et Park. Là, on parle d'utiliser le parc Lucia-Kowaluk. Je comprends qu'on a consulté Dimitri. Je ne sais pas si les autres voisins ont été consultés. Mon inquiétude, ma seule inquiétude, c'est qu'on se retrouve avec, en ce moment, le problème est au coin de Milton et Park. Et si une partie des services se retrouve au parc Lucia-Kowaluk, je crains qu'on se retrouve avec des problèmes au coin de Prince-Arthur et Parc et au coin de Léo Parizeau et Parc. Déjà, on ne peut plus prendre l'autobus au coin de Milton et Parc. Et je me pose des questions si on va pouvoir continuer à prendre l'autobus au coin de Prince-Arthur et Parc et de Léo Parizeau s'il n'y a pas un transfert complet de population au parc Lucia-Kowaluk. Merci. Je pense que votre sentiment d'insécurité a été adressé déjà. On apprécie votre prise de parole. Madame Thibault, merci d'avoir pris le temps de partager ça avec nous. On va y aller aussi parce que je veux donner le tour de parole au plus grand nombre de personnes possible.
Alors, c'est Martine. Martine Michaud. Madame Michaud, vous aviez 3 propositions concrètes. Voilà. J'observe Je vais vous donner 1 minute. Êtes-vous capable de synthétiser ça en 1 minute? Je vais très vite. Alors, on a compris que le plan est évolutif, donc on voudra apporter des améliorations à ce plan. La première, les intervenants qu'on a vus jusqu'ici, sauf pour les policières, on n'est pas en mesure de les identifier. Donc, on aimerait qu'ils aient une identification visuelle quelconque. Chandail jaune, et que ça ne change pas à chaque heure. Tu sais, que le mardi, c'est jaune, puis le jeudi, c'est vert, puis au moins qu'on ait quelque sorte d'uniformité. Deuxième, le guichet unique. Bon, il est vendredi soir à 11 h. Et là, il y a un problème. C'est-à-dire que je veux rentrer chez moi, mais j'ai 3 personnes itinérantes qui sont couchées et que je ne peux pas déplacer. Alors, qu'est-ce que je fais? Il n'y a plus d'intervenants sur place. Si je demande aux policiers au 911 de venir, c'est vendredi soir, ça va leur prendre 3/4 d'heure minimum à venir. Alors, l'idée d'un guichet unique, ce serait de jour comme de nuit d'avoir un numéro. On n'a pas toujours les fameux numéros, là, 133, tu sais, mettez-nous un numéro 511, mettez-nous un guichet unique qu'on puisse rejoindre quelqu'un. Bon, dernière chose. Vous êtes pragmatique, on vous comprend bien, puis on a les oreilles grandes ouvertes. Alors, on a besoin de mais il vous reste 15 secondes. De solutions. De solutions en soirée, s'il vous plaît. C'est bien beau le matin, mais le matin, ils ne sont pas intoxiqués, beaucoup moins. Alors, c'est le soir qu'on a les problèmes, c'est jusqu'à 2-3 heures du matin. Moi, j'ai eu un coup de tour dans mon jardin qui a été lancé à 4 heures, mais ça, il est temps que vous adressiez la problématique de la criminalité. Et ça, on n'en entend pas assez parler. Point. J'ai fini. Merci pour votre esprit de synthèse, ce qui permet, puis on vous écoute, hein? Pensez pas que si on ne réagit pas, on ne vous écoute pas. On va donner maintenant la parole à Richard Faneuf. C'est bien ça. Alors, monsieur, c'est bien Richard Faneuf qui se demande si on pourrait avoir un brigadier scolaire au coin Milton May Park. Peut-être brigadier scolaire, est-ce que ça relèverait ça, du poste de quartier? Oui, hein? Okay. Oui, ça relève de la police. OK, ben on va aller chercher l'information avec l'inspecteur Harrison Gaudreau. Alors, c'est dangereux. Je voudrais avoir un brigadier scolaire. Et je n'aurai aucune objection que cette personne soit d'origine ethnique ou autochtone. Ça pourrait aider, mais du moment que les enfants puissent traverser l'avenue du Parc en toute sécurité. Très bien. Monsieur Harrison Gaudreau, est-ce que vous recevez la demande? Ben, c'est bien reçu, puis on verra. Il y a des critères pour l'évaluation des traverses scolaires en question. C'est ton ça avec les écoles du quartier aussi. Parfait. J'avais une question de Véronique. C'est probablement Véronique Briand. Là. Mon écran ne me permet pas de lire tous vos noms. Ah, mais je viens de trouver une technologie. Alors, très bien. Mais là, j'ai perdu. Madame Briand, donnez-moi un coup de main. Venez nous poser votre question en direct. On vous écoute. Est-ce que vous me voyez? Absolument. Puis on peut OK, pardon, c'est parce que je ne me vois pas. Ma question, c'était, il y a de l'espace devant Open Door et je me demandais pourquoi on ne construisait peut-être pas des abris là où en été, ça aurait pu être des parasoleils, en hiver, un abri tempo pour essayer de les cantonner là parce que là, ce qui se passe, comme Martine l'a dit, ils sont à nos portes, ils cassent nos vitres, ils vomissent. On est pris à chaque jour pour ramasser ça avec leurs cris, etc. Donc, si on pouvait exiger d'eux qu'ils circulent lorsqu'ils sont sur les trottoirs, mais qu'ils se tiennent soit dans les parcs ou sur les marches de l'église ou encore sur les blocs de ciment, voilà. OK. Est-ce que vous sentez que la proposition qui est amenée ici, là, qui nous a été exprimée par Adrienne au niveau de l'utilisation du parc, c'est quelque chose qui peut répondre à votre ça répondrait à nous parce que nous, j'habite à l'Escale et je suis directement au coin de Milton et Park, mais je comprends tout à fait les préoccupations de Charlotte parce que je suis au premier étage et moi, c'est comme s'ils étaient dans mon salon.
et c'est comme cohabiter avec des toxicomanes. OK. Adrienne, est-ce que tu peux bonifier, amener des éléments que tu devrais compléter? Ce qui n'aurait pas déjà été dit, mais je pense qu'on... Adrienne Campbell. Oui, donc l'idée du parc, c'est effectivement d'offrir des lieux alternatifs que directement sur le trottoir. C'est sûr, les blocs de ciment qu'ils avaient ne sont plus disponibles grâce à la clôture qui a été mise. Donc, le plus qu'on pousse les gens vers le trottoir, le plus que les trottoirs vont être occupés. Et donc, mais ma question, c'était l'abri devant Open Door, devant l'église où il y a beaucoup de marches, il y a quand même un bel espace là. Oui, c'est sûr, on peut demander à la communauté, mais on n'a pas non plus de contrôle en tant que tel sur les personnes et où est-ce qu'ils décident d'y aller, un petit peu comme tout citoyen. Et donc, s'ils voudraient s'asseoir sur les escaliers à Open Door, j'imagine qu'ils vont le faire. Tu m'excuses, Adrienne, il y a l'intervention maintenant de Lynn Olivier, qui est directrice à la direction culture, sport, loisirs, développement social. Puis peut-être que Mme Lynn Olivier pourrait enrichir la réponse. Lynn Olivier, je vais vous demander d'ouvrir la caméra, votre micro. J'essaie. Oui, ce que je pourrais répondre à ça, c'est que c'est un espace privé qui appartient à l'église Notre-Dame de la Salette. Alors, la communauté des citoyens de Milton Park pourrait demander la collaboration peut-être de l'église Notre-Dame de la Salette, voir pour avoir leur autorisation, mais effectivement, ça ne dépend pas là, de l'arrondissement. C'est vraiment un espace privé. Merci infiniment. C'est vraiment précieux de vous avoir avec nous. C'est un élément important de notre vie. Écoutez, j'ai beaucoup de commentaires et de questions sur Open Door. Je pense que les gens ont l'impression qu'on n'a pas suffisamment parlé de l'impact de leur activité dans le quartier. Mais pour connaître les gens de l'arrondissement, je sais que ça fait partie. Enfin, peut-être la présence d'Open Door dans le quartier fait beaucoup réagir sur le chat. Je vais inviter Luc Rabouin peut-être, mais je veux pas. Je sais qu'Open Door, ils sont là, ils offrent des services. Les gens ont comme l'impression que ça fait partie un peu du problème. C'est comme ça que c'est perçu. Qu'est-ce que vous pourriez répondre à ces interrogations-là? Moi, je n'ai pas vu les questions dans le chat, mais c'est sûr que c'est récurrent que les citoyens et les citoyennes nous disent les personnes en situation d'itinérance sont au coin de l'avenue Milton et Park parce que Open Door est situé juste à côté et qui offre des services. Donc, ça génère de la présence de personnes itinérantes. Donc, l'organisme amène les personnes. Mes discussions que j'ai eues, de longues discussions avec Serge Larreau, puis aussi un peu d'explication d'Adrienne Campbell qui pourra peut-être compléter, c'est que c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, il y a vraiment un ensemble de facteurs, puis l'inspecteur Harrison Gaudreau en a parlé aussi, là, donc de la criminalité qui vient avec et qui entraîne aussi des personnes qui viennent parce qu'il y a disponibilité de stupéfiants. Donc, il y a tous ces morceaux-là, puis c'est ça qu'on met ensemble avec le comité de concertation. C'est ça qu'on vous montre ce soir, là, qu'on est tous autour de la table parce que chacun a un petit morceau de la solution. Et je pense qu'Open Door peut aussi faire partie de la solution en offrant une partie des services. Mais là, il y a un enjeu où il y a une situation qui s'est dégradée et qu'il faut rattraper, mieux gérer, d'une part. D'autre part, je l'ai dit d'entrée de jeu, pour nous, on considère que l'Hôtel-Dieu, c'est un site qui est adéquat pour accueillir des personnes en situation d'itinérance et d'offrir des services. Et il y a possiblement d'autres sites, mais là, on l'a expérimenté là, en mesure d'urgence. Donc, on accueille sur le site de l'Hôtel-Dieu une centaine de personnes et l'espace existe, les locaux sont disponibles, il y a un aménagement extérieur dans un stationnement qui ne sert à rien et il y a des repas, c'est 24 heures sur 24. C'est pour ça que nous, on a aussi la demande que... puis c'est juste que là, on voit que l'Hôtel-Dieu est disponible et qu'on trouve que c'est adéquat.
on n'est pas fermé à ce qu'il y ait d'autres espaces comme ça, mais il est à proximité, c'est à côté, ça existe. Et c'est pour ça qu'on a fait la demande très claire là, au réseau de la santé d'envisager cette possibilité-là avec des services qui pourraient être adaptés aux personnes autochtones. Mais on pense que c'est aussi une piste de solution sur laquelle on pousse un peu. Merci, M. Rabouin. Je vais donner maintenant, comme dernière question reçue en direct, la parole à Cindy Cook. Cindy Cook, je ne sais pas le thème que vous voulez aborder, mais on prend la peine de vous écouter puis de vous voir peut-être si vous ouvrez la caméra. Libre à vous. J'essaie d'ouvrir. OK, start camera. Bonjour, je siège le CA de SDC qui est responsable. C'est une non-but lucratif qui est responsable pour les commerces. J'aimerais savoir si la Ville de Montréal, avec les budgets qui sont versés pour ce problème, va nous aider pour le cas des vitrines cassées par les itinérants, parce que présentement, ça tombe sur notre pauvre commerçant qui a déjà vécu les périodes de fermeture et aussi la pandémie et tout. Puis, il y a toujours ce problème. Et nous, on essaie de leur aider, mais on a nos baux avec eux. Puis, normalement, ça tombe sur leurs épaules d'avoir une vitre cassée. Puis, je suis arrivée avec 3 maintenant. Puis, j'ai passé des entrevues avec les commerçants qui sont vraiment vers le bord de craquer. Et moi aussi, j'arrive. Madame Cook, je pense que je ne peux pas avoir meilleur intervenant que le maire, Luc Rabouin, là, qui a la responsabilité au comité exécutif également. Oui, plus dans mes responsabilités au comité exécutif sur le développement économique. À ma connaissance, là, il n'y a pas de programme qui existe dans ce sens-là. Spontanément, j'aurais pensé que c'est les assurances du commerce qui prennent en charge ces dépenses-là. Écoute, mais, 800 pièces avec 1 000 $ de déductible, ça n'aide pas le pauvre monsieur. Tout à fait. Donc, non, à ma connaissance, il n'existe pas de programme. Donc, il y a des dommages, puis on souffre là aussi que la réponse pour l'Église. Je ne suis pas certain, mais je pense qu'ils ont dans leur bail avec l'arrangement fait avec le groupe religieux qui loue le local. Je pense qu'ils ont dit il ne peut pas s'asseoir devant eux. C'est un espace privé. Donc, devant les commerces, ce n'est pas privé? Oui, donc on se sent vraiment vulnérable et on n'a aucune... we have nowhere to turn. I am helpless. Tout à fait. Je pense que c'est vraiment pour ça qu'on engage 2 médiateurs à temps plein dans le quartier pour nous assurer d'améliorer la situation. Ces ressources-là n'existaient pas la semaine dernière. Donc, c'est un travail qui commence parce que... J'espère, je vais regarder attentivement, puis j'ai un peu d'espoir. Ce qui m'a rassurée ce soir, c'est beaucoup de voisins qui ont les commerçants dans leur tête aussi. Donc, je sens légèrement appuyée par mes voisins. Puis, on verra si les moyennes de 9 à 5, ce n'est pas vraiment l'horaire qui va nous aider, mais ça va aider les commerçants, mais pas les voisins avec des enfants qui ne peuvent pas dormir le soir avant qu'ils commencent l'école. Merci, Mme Cook. Sorry. Thanks. You're welcome. J'ai envie de vous dire qu'on a reçu beaucoup de questions. J'ai tenté au mieux de donner la parole au plus grand nombre de personnes, dépassant même les limites qu'on m'avait fixées en termes de gestionnaire du temps. Mais ce que je trouve important, c'est qu'on réponde à toutes vos questions. On n'a pas pu, dans l'exercice virtuel ce soir, le faire. Par contre, il y a un courriel qu'on va partager avec vous dans le chat. Ma collègue de tous les instants, Catherine, en régie, Catherine va nous déposer l'adresse courriel, mais je peux vous la dire, là, vous la dicter. Alors, développementsocial.pmr
le reste, ça va tout seul, montréal.ca. Alors, développement social au singulier.pmr@montréal.ca. N'hésitez pas à nous écrire à cette adresse-là, puis poser les questions qui auront été laissées en suspens. Je tiens à vous rassurer, là, on a répondu à plusieurs questions. J'avais également dans mon fil chat beaucoup de commentaires. Alors, j'ai vraiment tenté au mieux et au meilleur de mes connaissances de vous donner la parole. Je pense que l'exercice, à tout le moins, sentez-le, j'étais sincère dans cette volonté-là, mais puis vous l'avez été aussi dans vos questionnements, puis tout ça s'est passé sous le prisme du respect, on va se le dire, là. Vous avez été généreux de vos commentaires, on les a reçus, on les a pris en note. Si vous craignez que ça nous ait échappé, écrivez-nous, on partage avec vous l'adresse courriel sur le chat à l'instant, mais c'est déjà venu le temps de laisser une prise de parole au maire Rabouin qui va clôturer un peu l'événement. Puis moi, je vais vous revenir là, mais avec des formalités. Ce qui est important, c'est que le maire d'arrondissement du plateau Mont-Royal, Luc Rabouin, puisse clore l'événement. Monsieur Rabouin. Oui, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Je veux juste en profiter pour faire un petit retour parce qu'il y a eu les interventions de Mme Thibault et de Mme Michaud auxquelles on n'a pas répondu. Là. On les a reçus comme commentaires, là, mais je veux dire à Mme Thibault qu'on a la même préoccupation. Donc, quand on nous a présenté l'option du parc Louchak-Kowalik, on a posé exactement les questions que vous nous avez posées. Est-ce qu'on n'est pas en train de multiplier le problème? Est-ce qu'on n'est pas en train de créer un autre problème? Et j'ai beaucoup discuté avec M. Larreau là-dessus et mes collègues élus du plateau, et on en arrive à la conclusion qu'on n'a pas le choix à court terme, mais on est très, très clair sur que c'est une solution à très court terme. Mme Campbell le dit aussi, là, à partir de l'automne ou de l'hiver, les gens ont plus besoin d'espace intérieur. Et de toute façon, l'an prochain, on le réaménage, le parc. Donc, on va vraiment faire un aménagement du parc. Donc, il n'est pas question qu'on ne fasse pas ça. Et on travaille, je l'ai dit, là, j'ai nommé quand même au moins 2 fois l'Hôtel Dieu, ça fait 3. On cherche des alternatives maintenant. Donc, pour nous, là, le parc Louchak-Kowalik, c'est vraiment à très, très court terme, mais on travaille fort pour qu'on ait des solutions plus adéquates à moyen terme. Puis moyen terme, c'est le printemps prochain, il faut qu'il y ait des solutions en place plus permanentes, là, de plus longue durée. Donc, je voulais répondre à Mme Thibault. Mme Michaud, on entend bien, là, donc il faut être capable de voir, si on veut être en interaction avec les intervenants, il faudrait être capable de savoir c'est qui. Là, moi, je ne suis pas en mesure de vous répondre, mais je pense que c'est une question pertinente qui pourrait être discutée là, avec l'équipe qui coordonne là, les intervenants. En tout cas, comment on peut faire ça? Le guichet unique, je pense que le projet de médiation là, a un peu dit qu'il est en train de travailler sur sa stratégie de communication, puis il y a vraiment l'idée qu'eux soient l'interface avec l'ensemble des intervenants. C'est leur rôle de faire la médiation. Donc, et un numéro de téléphone fait partie là, des éléments qu'ils vont annoncer bientôt. C'est juste qu'il faut leur laisser un petit peu le temps de s'organiser. Puis des solutions en soirée, il y a 2 types de solutions en soirée. Il y a la présence policière, puis moi, j'étais très rassuré avec les échanges que j'ai eus aussi avec l'inspecteur Gaudreau-Harrison, de la volonté du service de police d'augmenter la présence et de vraiment, comme nous, reconnaître qu'une situation exceptionnelle et que ça prend des ressources exceptionnelles. Et pour les ressources de 9 à 5, je l'ai dit, c'est une première étape et on veut, et le Centre d'amitié autochtone est ouvert à ajuster son horaire en fonction des besoins. Et nous, l'arrondissement, on est aussi ouvert, plus qu'ouvert, là, à ajouter des ressources financières pour augmenter l'offre. Mais avant, il faut être capable de mettre en place une offre, il faut être capable de recruter des intervenants, il faut les former, il faut que ça marche, et après ça, on peut l'étendre. Mais nous, on n'attendra plus après des ressources qui viendraient d'ailleurs financières pour nous aider à augmenter la présence d'intervenants. On va les payer parce qu'il faut des solutions à court terme, mais comme je vous dis, il faut juste laisser l'occasion aux organismes de structurer et de s'assurer qu'on a la meilleure offre possible. Mais il n'y aura pas seulement des intervenants de 9 à 5 jours semaine. Ça va se bonifier au fil du temps. Là, je m'y engage publiquement ce soir.
mais tous les services et les collègues savent que j'ai déjà mis cette offre-là sur la table parce que c'est ça, c'est une situation d'urgence. Et je veux, en terminant aussi, pour l'intervention de Mme Briand sur les commerces, les citoyens ont à cœur leurs commerces locaux parce que c'est là qu'ils font leurs courses, c'est là qu'ils achètent leurs biens de consommation. Donc, dans le plateau, puis moi à Montréal, dans mon rôle de responsable du développement économique, on reconnaît que la présence, la survie, le soutien au commerce, la présence de commerce de proximité dans nos quartiers contribue grandement à notre qualité de vie. Donc, on veut les garder, on veut les préserver. C'est pour ça qu'on ajoute des ressources avec les médiateurs sociaux. On a assez confiance que ça va nous permettre de faire un grand pas en avant. On le sait que, je l'ai dit au début, là, mais je veux juste être vraiment clair, là, on le sait que la situation est extrêmement difficile. Ça ne peut pas continuer comme ça. Donc ça, et c'est pour ça qu'on travaille avec de multiples organismes. Et nous, on joue notre rôle de leadership rassembleur, si on veut, mobiliser tous les acteurs. Puis je suis très heureux parce que les organismes, le SPVM, les organismes communautaires, le Centre Amitié Autochtone, là, que je remercie vraiment d'avoir s'être joint avec nous. Là, on a besoin d'eux, le réseau autochtone. Les organismes sont présents. On est tous autour de la même table. On veut toutes que les choses changent et on espère que vous allez voir des résultats là, très rapidement. Donc, voilà, c'est ce que je pourrais vous dire ce soir en conclusion. Merci beaucoup, M. Rabouin. Donc, on est déjà rendu au terme de cette session d'information, de cette période d'échange au nom de toute l'équipe. C'est une équipe au sens très, très large. On vous remercie d'avoir été présent en très grand nombre. Là. On est actuellement plus de 80 personnes. Il y a un moment où on s'est retrouvé une centaine. Mais vous savez, la communication, c'est sûrement la pierre angulaire de la cohabitation sociale dans Milton Park. C'est important. C'est important, puis pas tout le monde a pu participer. N'hésitez pas, quand vous aurez l'occasion de partager avec les voisins, les voisines, les commerçants qui ont manqué notre réunion, elle est enregistrée. Elle sera déposée sur le site du Plateau Mont-Royal, sur leur page YouTube également. On vous enjoint à garder ce lien qu'on a consolidé ensemble, puisque c'est notre deuxième rencontre. Alors, pour garder ce lien-là, c'est un point de contact, vous écrivez à l'adresse qu'on a mis dans le chat. Je vais prendre la peine de vous le redonner. Ça vous donne le temps d'aller lire dans le chat pour ne pas manquer cette adresse-là. développementsocial.pmr@montréal.ca. Alors, vous aurez l'occasion de partager avec le milieu, les gens qui vivent, qui travaillent, qui résident dans Milton Park. Partagez, n'hésitez pas à partager l'enregistrement, partagez l'adresse s'ils ont des questions. Puis nous, on s'engage à compléter de questions-réponses, le déposer également. Il va falloir être peut-être patient. On pourrait penser que ça peut nous prendre plusieurs jours, mais on va y arriver. Ça va être complet et chacune des questions est importante ce soir. C'est pourquoi on va se donner la peine d'y répondre et de partager ça avec l'ensemble des gens qui iront consulter le site du Plateau Mont-Royal là, sous l'onglet Développement social. Alors, ça fait le tour. Alors, au nom de tout le monde, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci d'avoir été présente.